Merci beaucoup. Et merci à l'association de m'avoir invité. Merci, mesdames et messieurs, d'être présents dans cette ambiance qui sera chaleureuse tout à l'heure, quand nous aurons bien chauffé la salle. Voilà. Et c'est toujours un plaisir pour moi, je ne sais plus si c'est la 31e, 29e conférence que je prononce depuis un an, mais j'en prononce beaucoup. Alors maintenant, je vais répondre à la question. Pourquoi me suis-je engagé? Qu'est-ce que je cherche? Alors, il se trouve que, je vais être très franc, n'est-ce pas? Quand j'étais gamin, mon père, qui avait fait 39-45 Indochine-Algérie, m'avait dit « Tu dois aimer la France à en crever ». C'était son mot à lui. Et ça, c'est resté. Ça marque un garçon, si vous voulez, de 15-16 ans, hein, surtout qui se prépare à Saint-Cyr. Et il se trouve aussi que je me suis découvert une vocation, comme les camarades qui sont ici, anciens militaires en particulier, j'ai 2 camarades ici anciens militaires, et je me suis découvert une vocation d'officier à servir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et au péril de ma vie. Et cette vocation ne s'est jamais arrêtée. Une vocation comme ça, elle ne s'arrête pas à la retraite. Il se trouve aussi que je me suis toujours intéressé, depuis l'âge de 25 ans, à la politique. Je crois avoir une culture politique, une culture des idées politiques, infiniment supérieure à l'immense majorité des gens qui nous ont gouvernés depuis 50 ans. Parce que je crois que de Bossuet au petit livre vert de Kadhafi, en passant par Gramsci et Karl Marx, je crois que j'ai tout lu. Voilà. Et d'ailleurs, cet intérêt pour la politique était tellement évident qu'au cours de ma vie professionnelle, il m'a été proposé entre 5 et 10 fois d'entrer en politique. Mais j'ai toujours refusé parce qu'il fallait entrer dans un parti politique. Et déjà, j'avais compris le rôle nocif, non pas du parti lui-même, mais du système des partis, du système dans lequel nous sommes, ce système des partis que De Gaulle lui-même avait décrit comme la source du mal français. Et que moi j'appelle quelque part la dictature de fait des partis politiques aujourd'hui. Donc je ne suis jamais entré en politique. Et puis bien sûr, en arrivant en deuxième section, fâché avec la France entière, puisque Madame Alliot-Marie m'avait demandé de créer l'établissement public d'insertion de la défense, ce que j'ai fait, et puis ensuite elle m'a lâché la main, donc les chefs d'état-major m'ont tiré dessus, je me suis fait quasiment virer de l'armée. Bon. Donc j'étais fâché, j'ai donc fait une croix sur l'idée de faire de la politique, et je suis parti faire des écoles en Afrique, avec mon épouse, enseignante en retraite. Et puis arrive, grâce à Dieu, Madame Taubira. Et alors là, j'ai fait la première manif de ma vie. En 84, pour l'école libre, j'étais en opération, donc je n'ai pas pu manifester. Et arrive Madame Taubira, donc là, je me suis levé, moi aussi, et j'ai fait les manifestations à Paris. Et puis, à ce moment-là, il s'est passé 2 choses. J'étais avec des camarades, anciens militaires, et mon épouse, et puis il s'est passé 2 choses. D'abord, Manuel Valls nous a traités de fascistes. Je n'ai pas supporté. J'avais risqué ma peau au cours d'une trentaine d'opérations, lui, des éclats de voix dans les couloirs ministériels. Je ne supportais pas de me faire traiter de fasciste, d'autant plus que le fascisme, il n'était pas dans la rue. Certainement pas. Je n'ai pas supporté non plus de voir des mamans avec des poussettes se faire gazer, matraquer, c'est insupportable. Et là, un camarade, général en deuxième section lui aussi, me dit, mais enfin, où on va? Où on va? Ça sent mauvais, me dit-il. Une étincelle, et puis ça peut créer quelque chose d'immense. Il se trouve que j'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain. Le Liban, la Somalie, le Rwanda et la Yougoslavie. Je ne vous dis pas la peine que je vous fasse de longs discours sur ce que j'ai vécu dans ces histoires-là. Et le simple fait qu'on puisse envisager maintenant une guerre civile en France, pour moi, est étincelle, et puis ça peut créer quelque chose d'immense. Il se trouve que j'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain. Le Liban, la Somalie, le Rwanda et la Yougoslavie. Je ne vous dis pas la peine que je vous fasse de longs discours sur ce que j'ai vécu dans ces histoires-là. Et le simple fait qu'on puisse envisager maintenant une guerre civile en France, pour moi, était insupportable. Et maintenant, c'est une idée qui commence à se répandre. Comment s'appelle-t-il, le journaliste au Figaro, Rioufol, vient de publier un livre dont le titre est « La guerre civile qui vient ». Pour nous, la France. Bien. Donc là, je me suis dit, avec ce camarade, nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, lui, on s'est lancé. Ça a été le premier livre. C'était le premier livre.
dans lequel il m'a beaucoup aidé, mais il a dû ensuite me laisser parce que son épouse est gravement malade, donc je continue l'aventure tout seul. Enfin, tout seul, pas tout à fait. Ce premier livre, il m'a fallu 1 an et demi pour l'écrire, parce que d'abord, je voulais être sûr de moi, de ce que j'allais faire. Je voulais aussi avoir l'accord complet, total et vraiment, vraiment volontaire de mon épouse, parce que je sais parfaitement que c'est une aventure terrible. Alors, oui, je suis en direction de la présidentielle. Je ne dis pas aujourd'hui je suis candidat, parce que pour être candidat, effectivement, il faut avoir les 500 signatures. Aujourd'hui, sans avoir cherché, aujourd'hui, nous n'avons rien cherché. Nous avons déjà entre 20 et 25, je ne sais pas exactement, signatures. Pas signatures, promesses de parrainage. Et là, maintenant, nous allons commencer à chercher vraiment les parrainages. Il semble que ça devrait bien se passer. Il semble que ça devrait bien se passer. Donc, si j'ai les 500 promesses de parrainage, ou plus, il vaut mieux en avoir plus d'ailleurs. Parce qu'ensuite, il y aura du chantage auprès des élus, hein, n'est-ce pas? Eh bien là, oui, je serai candidat, c'est clair. Je serai candidat avec comme projet présidentiel celui-ci. Ça, c'est le deuxième livre qui est sorti cette année, au mois de février. Alors, à titre indicatif, il y a 1 an, quand est sorti le premier, j'étais seul. Pas tout à fait, nous étions 5 dans une petite association créée pour la circonstance, pour jeter un dispositif, comme on dit dans l'armée, avant de dérouler les grandes forces. Nous étions 5. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui travaille autour de moi d'une centaine de personnes. Et ça travaille. Et ça travaille vraiment. Nous avons créé une association politique. Parce que si on avait pu ne pas créer cette association politique, qui est finalement quelque chose comme un parti, eh bien, nous ne l'aurions pas fait. Mais c'est impossible en France de briguer un mandat de ce niveau-là sans avoir une structure politique et qui, bien sûr, a le même avantage que les partis politiques, le PS, etc., c'est-à-dire que vous pouvez donner par personne jusqu'à 7 500 €, vous aurez une réduction d'impôt. Donc nous avons créé cette association politique. Nous avons un maillage territorial qui couvre maintenant presque la moitié des départements. Je ne sais plus très bien, ça change tous les jours. Notre affaire se développe. Il y a une véritable dynamique. Et puis nous avons aussi quelque chose que j'ai découvert, Facebook, d'accord, un Facebook qui marche très bien. Le site va ouvrir dans les jours qui viennent. Ça a été un peu difficile, mais ça... Voilà, donc, j'ai oublié de vous demander... Excusez-moi, j'ai la voix un peu caverneuse parce que comme il entraîne beaucoup de grippe en ce moment. Et donc, il y a une véritable dynamique. Et si elle continue comme ça, eh bien, je considérerais que mon initiative correspond à une demande. Et je crois vraiment qu'elle correspond à une demande. À titre aussi d'exemple, ce premier livre, avec l'omerta radicale de tous les grands médias, a été, enfin nous imprimons, nous venons d'imprimer le 11e 1000, ce qui en fait la 5e vente de livres politiques de l'année 2015, loin devant Manuel Valls avec 500 exemplaires, et loin encore plus de, comment il s'appelle, Cambadélis avec 150 exemplaires, qui eux ont eu de la pub. La mienne, ça a été le bouche à oreille, c'était Internet et ça a été Facebook. Et pour le deuxième, qui est sorti il y a moins de 2 mois, eh bien, nous allons imprimer le 5e 1000, ce qui, là aussi, est très prometteur. Donc, il y a une dynamique. Oui, Cyril, monsieur, oui, très probablement, je serai candidat. Alors, dans votre premier livre, justement, Rebâtir la France, vous êtes un constat terrible que beaucoup partagent. Comment expliquez-vous que vous qui n'êtes pas un homme de parti et qui refusez la logique des partis, comment expliquez-vous que ce constat qui est au mieux partagé par un certain nombre d'hommes politiques, au pire, pas du tout partagé, mais dans les 2 cas, ils n'en tirent pas les conséquences. Même ceux qui parfois le partagent n'en tirent pas les conséquences ou n'agissent pas en fonction de ce constat. Donc comment expliquer ce décalage entre la réalité et leur action politique, le décalage entre ces élus et le peuple, finalement, et vous, quelle réponse apportez-vous justement à ce décalage ou comment vous situez-vous par rapport à eux?
Je crois qu'il ne faut pas trop taper sur nos élus. Il y en a quelques-uns qui sont parfaitement responsables et, à mon avis, tout à fait conscients, c'est ceux qui ont été au sommet depuis 50 ans. Alors ceux-là, oui, ils sont même coupables. Quant aux autres, ils sont pour l'immense majorité des gens très bien, qui cherchent vraiment à rendre service à leurs concitoyens, c'est-à-dire à nous, qui ont au départ une véritable vocation, et cette vocation est pervertie par le système des partis dans lequel ils n'avaient pas forcément conscience d'entrer au début. Je pense que la conscience d'entrer dans un système pervers était faible il y a 40 ou 30 ans, elle est de plus en plus forte maintenant cependant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entre au PS, on sait très bien, ou à l'UMP, parce que c'est pareil, on sait très bien que c'est une machine. C'est une machine qui, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un parti politique aujourd'hui à la française? C'est une entreprise commerciale qui segmente l'électorat, comme une entreprise commerciale segmente le marché, et qui prévoit ça pour les épouses au foyer, ça pour les musulmans, ça pour les cathos, ça pour les anti-cathos, etc. Elle prévoit des produits. Donc elle divise l'électorat. Donc c'est quelque chose qui nous divise en permanence pour gagner des voix. Et les élus n'ont pas forcément conscience de cela, ou finalement maintenant c'est tellement entré dans les mœurs qu'on se dit, oui, qu'il n'y a peut-être pas d'autre démocratie que celle-là. Or, cette démocratie-là, bon, il la vivait autrement, les Grecs anciens, mais c'est exactement de cette démocratie-là que parlaient les Grecs anciens quand ils disaient qu'elle dérive toujours vers la dictature ou l'oligarchie. Et on y est aujourd'hui. Les trois grands dangers de démocratie qui n'est pas fondée sur ce que Montesquieu appelait la vertu, qui est le civisme. Les trois grands dangers, c'est la dictature, l'oligarchie et, j'oublie mes mots là, le règne de l'idéologie maximale. Bon, voilà, je cherche mon mot, peu importe, je le trouverai tout à l'heure. Voilà, et aujourd'hui nous y sommes, le totalitarisme, voilà, pardonnez-moi, le totalitarisme. Et aujourd'hui nous y sommes. La dictature, c'est Sarkozy, avec ce que monsieur a rappelé tout à l'heure, le référendum de 2005, on s'assoit dessus et on fait passer quand même autrement la Constitution européenne, ça c'est la dictature. L'oligarchie, bon, on le voit quasiment tous les jours maintenant, c'est plus la peine de faire des dessins. Et la dictature, c'est la volonté de Madame Taubira de nous faire changer de civilisation alors qu'on n'a rien demandé. Et de quel droit, Madame Taubira? Et ça, c'est du totalitarisme. Voilà, donc là, on est dans ces pleines dérives, et je crois que l'immense majorité de nos élus n'en ont pas conscience, d'abord parce qu'ils sont en plein dans le système, en permanence, et que le rythme électoral est tel qu'il est difficile de prendre du recul. Deuxièmement, parce que l'immense majorité d'entre eux n'ont aucune culture politique, je veux dire, livresque, de la théorie politique. L'immense majorité n'a aucune véritable culture. Et puis ensuite, parce que c'est devenu, si vous voulez, c'est devenu un métier. On fait carrière en politique, et quand on fait carrière, les carriéristes, que ce soit dans l'armée ou ailleurs, c'est toujours au détriment du bien commun. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, vous parlez de démocratie en général, et des dérives de la démocratie. Quelle est, votre vision de la démocratie, ou comment vous comptez justement infléchir cette marche pour rénover, réformer cette démocratie? C'est quel est votre projet? Oui. Alors, la politique, enfin, tout est fondé, si vous voulez, sur l'homme. Il y a, dans l'histoire de l'humanité, j'espère ne pas être trop compliqué, deux conceptions de l'homme. Soit on accepte l'homme tel qu'il est, qui a été donné par la nature ou par un dieu si on est croyant, l'homme réel, vous et moi, soit on veut le construire. Ça, c'est Marx, c'est Hitler, c'est Mao Tse-tung, etc. Et ça, la deuxième aboutit toujours à des catastrophes. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons dans cette deuxième conception de l'homme. Le changement de civilisation, c'est ça. Mais aussi, le capitalisme qui asservit les travailleurs, les êtres humains à l'argent. L'argent doit être un moyen, à partir du moment où c'est un but, il asservit l'homme. Mais aussi les gens qui
Pardonnez-moi, j'ai froissé quelqu'un il y a quelque temps. J'admire Napoléon pour son génie militaire, mais comme disait De Gaulle, pour la France, il aurait mieux valu qu'il n'existe pas. Qu'il n'existe pas. Pourquoi? Il a utilisé les jeunes hommes, il en a fait tuer 1 200 000 pour un empire qui n'a pas duré 15 ans. Et il a laissé la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. Ça aussi, c'est de l'instrumentalisation de l'homme. Là, c'est ce qu'on appelait autrefois la chair à canon. Mais c'est vrai aussi dans l'entreprise. Voilà. Il faut, cette logique, si vous voulez, on a l'impression maintenant qu'elle est normale, qu'elle est complètement normale, parce que nous ne connaissons rien d'autre que cette logique d'instrumentalisation de l'être humain. Il faut en sortir. Pendant plus de 1000 ans, notre Europe, l'Europe et la France en particulier, ont mis en œuvre une autre logique, au service de l'homme. Au service de l'homme. La politique doit être au service de l'être humain. L'économie doit être au service de l'être humain. L'enseignement au service des enfants, etc. Tout doit être au service de l'être humain. Et non l'inverse. Alors, la démocratie, eh bien, puisque tout doit être au service de l'être humain, ce qui est le plus important dans une nation, dans un pays, dans la politique, c'est l'être humain. Donc, les décisions doivent être prises par lui-même, chaque fois que c'est possible, ou au plus près de lui-même. La démocratie, ça commence à la base. Je ne me souviens plus qui disait que l'essentiel de la démocratie se vit à la base. À la base. Et donc, la démocratie, pour moi, elle est fondée sur ce que certains appellent le principe de subsidiarité, c'est-à-dire tout se décide au plus près de l'être humain et pour son épanouissement, pour son service. Et voilà, c'est là-dessus qu'il faut refonder notre démocratie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en démocratie. Et d'ailleurs, il y a quelque temps qu'on n'est plus en démocratie. Alors, vous parlez dans votre projet présidentiel, pour revenir sur la famille, de placer les familles, mais aussi les entreprises, les camps intermédiaires, à tous les niveaux politiques, au niveau national et au niveau régional, au niveau local. Comment vous comptez placer, non pas des hommes, des individus qui votent, mais la famille au cœur de la politique, ou au cœur du système national? D'abord, avant comment, pourquoi? Je crois qu'à peu près tout le monde imagine pourquoi, mais il faut le dire, il faut l'écrire. Pourquoi il faut mettre la famille au cœur du projet politique? Parce que la nation sans la famille, ça n'existe pas. Tout simplement. Tout simplement. La famille, un homme, une femme, des enfants. Il n'y a pas d'autre. Hein? La famille, non seulement elle renouvelle les générations, mais c'est elle qui civilise, qui est le premier lieu de civilisation de l'être humain, c'est le premier lieu de solidarité intergénérationnelle, et c'est même le premier lieu économique. La nation doit tout à la famille. Doit tout à la famille. Il y a une relation charnelle entre la famille et la nation. Qui disait « la nation est une famille de familles ». Le dernier à l'avoir dit, c'est Sarkozy, mais ce n'est pas de lui. J'en suis certain. Voilà. Donc, il y a une relation charnelle entre... Quand on affaiblit la famille, on affaiblit la nation. Quand on détruit la famille, on détruit la nation. Pour qu'il y ait un avenir à la nation, la nôtre, il faut avoir une politique familiale. Et j'en conclus, non pas en gestionnaire, je ne suis pas un gestionnaire, pardonnez-moi. Un gestionnaire, vous avez M. Juppé. Ça, c'est un gestionnaire. Mais ce n'est pas un homme politique. Bon, je dis ce que je pense. Voilà. En gestionnaire, si vous voulez, investir dans la famille, c'est de l'investissement. Enfin, mettre de l'argent dans la famille, c'est de l'investissement de long terme et ce n'est pas une charge. Donc, il faut vraiment avoir une politique familiale pour consolider les familles, pour les aider à avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent, à les éduquer convenablement, et cela sans charge. Il n'est pas normal quand même qu'un couple sans enfants ait un train de vie 2 fois supérieur à un couple qui a 3 enfants. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein? Et encore pire quand ce sont des célibataires. C'est pas normal. Hein? La famille, c'est l'avenir de la nation. Il faut la placer au cœur. Ensuite, le comment. Le comment, peut-être qu'on y viendra après. Je voudrais rester sur les fondamentaux, ou sur les principes de votre action, que vous proposez en tout cas. Puisque si je comprends votre projet présidentiel, ce ne sont pas des mesurettes que vous proposez, mais une action en profondeur. Pour faire une action en profondeur,
Il faut une ligne d'action, il faut des axes d'effort sur le long terme, il faut des piliers. Donc pour vous, quels sont les piliers de ce redressement? Alors, je crois qu'il faut d'abord établir un cadre, des mesures qui nous permettront le redressement national. J'en vois 3, essentielles. Peut-être une 4e dans quelque temps, j'y réfléchis. Pardonnez-moi, je n'ai pas fini ma réflexion, je crois qu'elle continuera très longtemps. La première, essentielle, absolument indispensable, faire une pause migratoire radicale d'au moins 20 ans. Je dis au moins 20 ans parce qu'on ne peut pas présumer de l'avenir. Peut-être que nos successeurs, si nous réussissons notre affaire à rebâtir la France, peut-être qu'ils envisageront de réouvrir. Ah, après tout, ça leur appartient. Faire une pause migratoire radicale de moins 20 ans et en prendre les moyens. En prendre les moyens, ce n'est pas rien. Parce que nous avons des frontières maritimes, terrestres et aériennes gigantesques. Et ce n'est pas uniquement le territoire métropolitain. C'est Mayotte, c'est la Polynésie française, c'est la Guyane, c'est gigantesque. Donc faire une pause migratoire et en prendre les moyens, c'est un vrai défi en soi. Mais je crois que c'est aujourd'hui vital. Monsieur en parlait tout à l'heure avec ces mots, qui ne sont pas forcément les miens, mais les idées sont à peu près les mêmes. La deuxième, c'est de retrouver notre souveraineté. Alors, j'ai l'habitude de dire que de faire la différence entre souverainisme et retrouver notre souveraineté. Parce que le souverainisme, aujourd'hui, ça a tendance à devenir une nouvelle idéologie contre l'Europe. Je ne suis pas contre l'Europe. Une nouvelle idéologie, et l'idéologie, c'est ce qui est pire dans notre monde, ça nous fait perdre le contact avec la réalité. Avec la réalité. L'idéologie, c'est une construction intellectuelle qui est sortie de la réalité ou qui prend un tout petit morceau de la réalité et la tord. Bien. Donc, rétablir notre souveraineté, quitte à en déléguer de nouveau d'une manière totalement consciente et réversible certains pans, soit à une nouvelle Europe à construire, soit à l'ONU, etc. Mais il faut retrouver notre souveraineté, notre capacité de décision qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, on en est au mariage forcé entre le finlandais et le grec. Enfin, c'est insupportable. Et tout ça par la volonté de qui? Ou l'absence de volonté de qui? De nos chefs d'État. Parce qu'en fait, la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est tout simplement la volonté des chefs d'État, quand on y regarde de près. Il faut rétablir notre souveraineté. Alors, je n'ai plus en tête les articles qu'il faut revoir. Il y a un article présent dont je connaissais le numéro autrefois, un article de loi qui prévoit que toutes les règles européennes sont supérieures aux lois françaises. Bon, ça, il faut abroger. De même, il faut sortir du commandement militaire de l'OTAN, parce que sinon, on va aller faire la guerre à la Russie, mais c'est une catastrophe. Ça serait dramatique. La Russie doit être notre allié aujourd'hui. Hein? Il faudra de même sortir du TAFTA, qui n'est pas encore signé, mais il faudra en sortir parce que ça va être une véritable catastrophe, non pas pour nos grandes entreprises qui seront dans le système, mais pour nos TPE, PME, etc. Ça sera une catastrophe. Et nous allons manger du poulet chimique venant d'Arizona, alors que moi, personnellement, je produis du très bon poulet. Non, ça devient insupportable. Donc voilà, retrouver notre souveraineté pour avoir nos capacités de décision à nous. Et le troisième, référendum, les deux premiers, vous y attendiez. Mais le troisième référendum, troisième mesure à prendre, qui sera aussi par référendum, comme les deux premières, c'est une charte éthique ou un code d'éthique ou une grande charte nationale, peu importe comment on l'appellera. Aujourd'hui, nous ne nous entendons plus sur rien. Tout est vrai, tout est faux, tout est bien, tout est mal. On ne peut pas aujourd'hui légalement interdire qu'un parti se réclamant de la charia se présente aux élections régionales. Il y en a eu un aux dernières régionales. Il a passé la barre des 5%. On ne peut pas l'interdire. Or, la charia en France, moi, je ne vois pas, quoi. Hein. C'est pas possible. On ne peut pas l'interdire. Donc, il faut établir cette charte éthique qui rappellera quelles sont les valeurs fondatrices de notre civilisation et qui en tirera les conséquences et qui sera animé, si je peux dire, par le Conseil constitutionnel renouvelé, parce qu'il ne faut pas trop compter sur Laurent Fabius pour faire ça. Voilà. Donc, un référendum
avec proposition de cette charte éthique, ou grande charte, et réforme radicale du Conseil constitutionnel, le tout étant décidé par la nation, parce que la nation, elle est souveraine depuis 1789. Vous me direz, on ne s'en aperçoit pas beaucoup, c'est vrai, parce que pratiquement depuis 89, cette souveraineté nous a toujours été volée. Bon, ça c'est le cadre. Ensuite, que faut-il faire? Eh bien, il faudra demander à quelqu'un, un bon gestionnaire, n'est-ce pas, ça se trouve, de réduire drastiquement les dépenses de l'État. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne vous parle pas de la dette, c'est autre chose, parce que la dette, on verra. Elle est en partie due à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Cela, à mon avis, si on ne leur paie pas, ce n'est pas grave, hein, au contraire. Hein, on peut la supprimer. Mais bon, je ne parle pas de la dette. Mais la dépense publique annuelle, pardon, il y a des économies gigantesques à faire. Et nous travaillons dessus avec mon équipe, mais c'est ahurissant les économies qu'on peut faire très rapidement. Donc, et ça, c'est absolument nécessaire. Avant d'envisager, par exemple, de sortir de l'euro, eh bien, commençons à redevenir des gestionnaires sérieux de nos deniers. Nous serons pris au sérieux par tout le monde. Sinon, en sortant de l'euro, comme le proposent certains, eh bien, on risque de causer une catastrophe. Parce que nous sommes, nous ne sommes pas sérieux dans notre travail. Il faut aussi, bien entendu, libérer les énergies économiques. Pas uniquement économiques. Mais quand vous imaginez, je ne vais pas donner 36 exemples, je vais en donner un par exemple. Il y a tout près de chez moi un chef d'entreprise en bâtiment qui me dit il y a quelques jours, mais vous vous rendez compte, le gamin là, un apprenti, il a 17 ans, je n'ai pas le droit de le faire monter sur un escabeau. Et il y a des centaines et des centaines et des centaines de lois carcans comme celle-là, des centaines. Bon, là, il y a une véritable chasse au carcan à faire, qui va, pardonnez-moi, et qui va immédiatement alléger le travail des entreprises, alléger les charges. Il y a aussi, évidemment, une véritable chasse, réduction des charges, regroupement. Et je crois qu'il y a, enfin, je ne sais plus combien il y a de charges diverses pour une entreprise. C'est quelque chose d'étonnant. Hein. Pourquoi tout cela? Hein, ne serait-ce qu'en les regroupant, déjà, on ferait des économies de fonctionnaires. Donc, il faut, et en libérant les entreprises, en leur donnant à elles aussi une charte éthique, parce qu'il n'y a pas que des salauds parmi les patrons, mais il y en a aussi, comme partout. Les salauds, il faut les mettre en prison, et les autres, il faut les aider. Mais il y a besoin, là aussi, d'une charte éthique pour mettre l'économie au service de l'homme, et nous y travaillons. C'est un chef d'entreprise qui travaille. En particulier, l'un d'eux est en particulier l'ancien DG de British Telecom en France, 3000 employés, qui m'a rejoint. Ensuite, si vous voulez, il faut transformer l'État. Du moins, donner à l'État un nouveau logiciel, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui est au service de l'État, ce qui est le contraire de ce qu'il faut faire, évidemment. Donc, il faut que nous, citoyens, exigions de l'État qu'il remplisse parfaitement ses missions régaliennes, la sécurité intérieure et extérieure, la justice, etc. Là, ce n'est pas la peine de faire de dessin. L'État ne fait plus son boulot. Il ne fait plus son boulot. C'est le boulot qu'il doit faire parfaitement parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Et c'est d'abord pour cela que nous donnons des impôts. C'est d'abord pour cela que nous payons l'impôt. Et pas pour autre chose. Et dans tout le reste, il faut que l'État, encore une fois, change de logiciel, c'est-à-dire se mette au service des citoyens. Que toujours il soit facilitateur, que toujours il brise les carcans au lieu d'en rajouter, que toujours il aide les initiatives. Toujours. Et ça, c'est un véritable changement. C'est énorme comme changement. Énorme. Hein. Ça ne sera pas fait en 5 ans. Mais il faut commencer un jour si on veut que ça aboutisse. Et en fait, ça a été fait dans certains pays. On l'oublie trop souvent. Ça a été fait au Canada. Ça a été fait en Nouvelle-Zélande. Ça a été fait en Allemagne. Ça a été fait en moins de 10 ans. Donc c'est possible. Pourquoi on ne le ferait pas, nous? Bien. Et au-delà, comme je dis tout à l'heure, oui, il faut aussi revoir notre administration territoriale. Je ne sais pas s'il y a un élu ici, des élus. Dommage.
Eh bien, écoutez, avec la nouvelle régionalisation, c'est pas vrai. Il n'y aura pas d'économie, c'est pas vrai. J'ai déjà des témoignages. Non, on va encore payer plus cher. Or, les dépenses d'administration territoriale ont été multipliées par 5 depuis, ou 4, depuis la régionalisation en 1982 par François Mitterrand, par 5. Elles atteignent aujourd'hui 480 milliards par an. Faut simplifier tout ça. Ah ben, dans ce livre, il y a une solution assez radicale, me disent certains. Ben oui, c'est assez radical. On supprime les conseils généraux, pardon, départementaux, on supprime les conseils régionaux. À ce niveau-là, on ne laisse que des préfectures, départementales et régionales. Et puis, il n'y a plus que des mairies. La mairie de commune rurale, la communauté de communes rurales, avec son maire élu au suffrage universel, la ville comme Saumur et la métropole. Et ça suffit. Et au-dessus du maire, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le président de la République. Il y a besoin de rien d'autre. Et tous les services, on les réaménage autour de cela. Vous allez voir les économies qu'on va faire. Et la simplicité. Et surtout aussi, on va redonner, non pas du pouvoir, mais on va redonner des prérogatives aux maires, aux élus, qui en ont de moins en moins. Ça devient de plus en plus des potiches, nos élus locaux, en particulier les petits maires de campagne. De plus en plus des potiches, à tel point qu'il est envisagé de les supprimer. Et au-delà, donc, de tout cela, si vous voulez, eh bien, il faut investir pour l'avenir. Investir pour l'avenir, c'est la famille, j'en parlais tout à l'heure. Je suis trop long? C'est la famille, j'en parlais tout à l'heure. C'est l'enseignement. Alors bon, là aussi, pas la peine de faire de dessin, je crois. Hein. L'enseignement est à revoir radicalement. Il y a quelque temps, à Nancy, nous avons rencontré une professeure. Une professeure. Et puis, elle avait beaucoup de mal à nous parler. Elle parlait beaucoup, mais pour ne rien dire, parce qu'elle craignait les questions. Et puis, à un moment, quand même, je lui dis, mais écoutez, madame, dans les années 50, 60, 70 et même 80, quand nous recevions les jeunes pour le service militaire, nous avions entre 3 et 7% d'analphabètes. Et maintenant, 25%, nous dit-elle. 25%. Alors le camarade ancien DG de British Telecom me dit 25%, mais c'est un constat d'échec terrible. Et oui. Alors là, elle a commencé à se liquéfier, si je peux dire. Et puis au bout du compte, elle nous dit, vous savez, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut faire sauter Grenelle. Il faut faire sauter le ministère de la Défense, pas de la Défense, de l'enseignement. Voilà. Faire sauter le ministère de l'Éducation nationale. Je crois que le vrai problème, il est là. Lisez le livre de, comment s'appelle-t-il, le Versaillais, le jeune Versaillais. Pardon? Non, Bellamy. Hein, voilà, François-Xavier Bellamy. Lisez ce livre. Il est magnifique. Il est professeur lui-même. Voilà. Il est magnifique sur l'enseignement. Je vous le suggère. Donc, réinvestir dans l'enseignement, là aussi, c'est vital. La famille, l'enseignement. Et la troisième chose, c'est... alors, ça prendra la forme, pour moi, d'un nouveau service national. Un nouveau service national, qui aura 3 fonctions. La première, c'est de faire de la cohésion. Nous ne sommes plus un peuple. Vu de l'extérieur, les Français ne constituent plus un peuple. C'est un amalgame d'individualités, de communautés diverses, de plus en plus antagonistes, etc. Il faut avoir une politique de cohésion, mais vraiment volontariste, et sur le long, très long terme, et y mettre les sommes nécessaires, parce que sinon, ça va éclater. De plus, ça ne coûtera pas très cher. La deuxième fonction, ça sera de réapprendre à nos jeunes, dont beaucoup le savent, mais beaucoup ne le savent pas, à servir le sens du service de la nation. Et alors là, pour rendre service à la nation quand on a 20 ans, il y a de multiples possibilités. Il y a bien sûr dans les armées, évidemment. Recréer un service militaire, je crois, moi, que c'est tout à fait possible et nécessaire. Ils ne voudront pas les militaires? Si, ils voudront. Un militaire, on lui dit, tu fais, il fait. Je sais bien, je l'ai été. Et en plus, je suis persuadé que la grande majorité sont favorables. Je ne l'aurais pas demandé d'ailleurs. Deuxièmement, eh bien, on peut faire les pompiers volontaires. On n'en trouve plus de pompiers volontaires. Eh bien, on va mettre 100 000 jeunes dans les pompiers. La police aux frontières, on en parlait tout à l'heure. La police aux frontières, que ce soit
en Guyane, à Tahiti ou ici en France métropolitaine, il faut de la police aux frontières, etc. On aura de quoi employer ces 700 000 jeunes par an, 700 000, hein, pendant 6 à 8 mois, peu importe, dans des services à la nation. Et la troisième vocation de ce nouveau service national, c'est de restaurer l'ascenseur social qui n'existe plus. J'ai créé l'établissement public d'insertion de la défense, qui s'adresse à des gamins de banlieue, essentiellement black et beurre, essentiellement musulmans. Eh bien, je peux vous dire que nous obtenions des résultats magnifiques. Ces gosses qui, aujourd'hui, nous créent des problèmes, sur lesquels peut-être demain, et j'en voudrais énormément à nos gouvernants passés, il faudra tirer. Ça sera terrible. Ces gosses n'ont qu'une seule envie, c'est d'être français. J'en témoigne, je l'ai vu des dizaines de fois. Je peux vous raconter des histoires absolument bouleversantes. Là, il y a une faute politique majeure de nos gouvernants depuis de longues années, de ne pas avoir développé en particulier l'EPID, parce que Madame Alliot-Marie m'avait demandé quelque chose, et je lui ai proposé un projet qui coûtait 0 à l'État en investissement et 15 à 20% en fonctionnement, et qu'on pouvait porter à 80 000, 70, 80 ou 100 000 gosses par an. Ça croupit à 3 500. Et ça fonctionne, paraît-il, de plus en plus mal. Et donc, c'est quelque chose comme ça, je n'ai pas dit l'EPID, bon, c'est quelque chose comme ça qu'il faut relancer au profit des plus paumés, avec éventuellement le, comment s'appelle déjà, ce prêt modique, là, le tout petit prêt qu'on peut donner à quelqu'un pour démarrer. Voilà. Et puis, aidé par des professionnels. C'est faisable, nous savons faire, nous le faisons. Mais il faut le faire pour toute une partie de notre jeunesse aujourd'hui qui est complètement perdue. Voilà, grosso modo, je vous ai dit à peu près tout le projet. Hein. Je pose la dernière question et ensuite je laisserai les questions à la salle. Pour vous faire revenir un peu sur votre passé, pas sur votre passé, mais sur votre métier passé. Vous citez dans votre livre le combat contre le chômage, le combat pour la cohésion nationale, vous venez d'en parler, et vous citez un nouveau combat, c'est le combat contre le djihadisme. Comment aujourd'hui on combat le djihadisme? Comment aujourd'hui on combat le djihadisme? D'abord en ouvrant les yeux. Deuxièmement, en sachant qu'une guerre, ça se gagne d'abord dans les têtes, et puis ensuite en employant les moyens. Matériels, militaires, etc. Je pourrais m'arrêter là. Ouvrir les yeux, ça veut dire quoi? Il faut arrêter justement de se boucher les yeux. Il n'y a pas d'attentat djihadiste en Pologne, parce qu'il n'y a pas de musulmans. Parce qu'il n'y a pas de musulmans. Alors, ceci étant dit, comme on nous le serine tous les jours, pas d'amalgame. C'est vrai, pas d'amalgame. Je connais suffisamment de musulmans qui sont outrés, qui n'acceptent pas du tout ces attentats, ces dérives. Mais d'où ça vient? D'où cela vient? Nos hommes politiques sont les premiers coupables. Ils sont incultes, incultes. L'islam, nous le connaissons depuis 1500 ans, depuis qu'il existe. C'est notre voisin depuis 1500 ans. Nous devrions savoir que 200 ans après, c'est-à-dire il y a environ 1300 ans, il y a un imam dont j'ai oublié le nom, peu importe, je ne suis pas une bibliothèque ambulante, qui était à Bagdad là-bas et qui lui a dit le Coran, il faut l'interpréter de manière littérale. Or, dans le Coran, il y a des choses dures, très dures. Eh bien, il a fait école. Il a fait école. Et depuis cette époque-là, quasiment à tous les siècles, il y a une ou deux ou trois vagues de ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. Ça a été à l'époque des croisades la secte des Hachachines, qui a donné le mot assassin chez nous. Ça a été les sénoucistes au début du XXe siècle qui ont assassiné le père de Foucault. Ça a été le mahadisme au Soudan au XIXe siècle, etc. Alors, il semble qu'aujourd'hui, c'est la vague la plus importante. Pourquoi? Parce que depuis 200 ans, ça aussi, nos hommes politiques ne le savent pas, parce qu'ils se bouchent les yeux, ils ne pensent qu'aux élections. Hein? Parce que depuis 200 ans, avec d'ailleurs, je crois, l'aide des Britanniques, eh bien, ce phénomène, le takfir, la salafiyya et le wahhabisme se développent. Le wahhabisme en Arabie saoudite, au Qatar en particulier, se développe. Et ça gangrène essentiellement l'islam sunnite. Essentiellement l'islam sunnite. Au point qu'aujourd'hui, on est en train de se demander si le sunnisme
Qu'est-ce que le sunnisme? Eux-mêmes ne le savent plus, les sunnites. Il y a entre le sunnisme antique et le sunnisme d'aujourd'hui, qui a tendance takfiri, etc., eh bien, le second envahit le premier. Aujourd'hui, combien de femmes sont lapidées ou coupées, décapitées, tout ça, parce qu'elles ont commis l'adultère? Mais, attendez, mais ça, comment ça s'appelle, à Istanbul, oui, c'est ça, à Istanbul, il y a 600 ans, c'était aussi légal. Mais simplement, il est écrit à ce moment-là, par je ne sais plus quel imam, peu importe, hein, qu'il fallait que la femme soit surprise en flagrant délit d'adultère. C'était pas tous les jours quand même. Hein. Donc il n'y avait quasiment jamais de femmes qui étaient lapidées pour adultère. Aujourd'hui, il y en a tous les jours. Et on va leur donner la Légion d'honneur, pas aux femmes, malheureusement, mais aux gars qui les décapitent. Hein. Donc, premièrement, ouvrez les yeux. Il y a un vrai problème. Mais les musulmans eux-mêmes ne sont pas, et de très loin, tous dans cette mouvance, et de très loin. Hein. La semaine dernière, donc à Nancy, nous avons été invités, après la conférence, par un Libanais musulman. Mais c'était fantastique. Et lui-même nous disait, mais je ne comprends pas. Nous ne comprenez pas. L'islam, ça se vit à l'intérieur, comme votre catholicisme, etc. Ça se vit à l'intérieur. Nous ne comprenons pas. Ben oui, on lui dit, tu ne comprends pas peut-être, mais on empêche qu'il y a un vrai problème. Quoi. C'est aux musulmans de le régler, ce problème. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Un, ouvrir les yeux sur ces phénomènes-là. Deux, on l'a dit tout à l'heure, arrêter l'immigration, en particulier musulmane. Hein. Trois, il faut appliquer la loi. Aujourd'hui, il y a deux régimes de loi en France. La loi pour des gens comme vous et moi, qui ne sont pas musulmans, et puis une loi beaucoup plus facile, beaucoup plus laxiste pour les musulmans. Prenez le cas des abattoirs. Prenez le cas des abattoirs. Et ce n'est pas le seul cas. Donc, et les musulmans eux-mêmes me le disent. Mais appliquez la loi, la même pour tout le monde. La principale cause des dégâts que commettent les takfiris, les salafistes, etc., en France, elle est chez nous, chez nos gouvernants qui font de la démagogie, qui ont la trouille, ou bien qui sont vendus, n'est-ce pas, hein, à l'égard de ces gens-là. Voilà. Leur démagogie, et ils ne font pas appliquer la loi. Bon, et si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est pas d'abord à cause de l'islam en général, pas d'abord à cause des musulmans, même pas d'abord à cause des salafistes, etc. C'est à cause de nos responsables politiques qui ne font pas leur boulot. Alors, arrêter l'immigration, reprendre en main la loi, faire régner la loi partout. Vous savez qu'il y a environ 1000 quartiers en France où la loi française ne règne plus. Hein? Le jour où il faudra rétablir la loi dans ces quartiers, combien de batailles d'Alger? Qui va aller se salir les mains? Et qui sera vraiment le coupable derrière tout ça? Ceux qui ont créé la situation avant. Ah oui, parce qu'après, on envoie les militaires qui vont se salir les mains. Et on les fait passer au tribunal. Ouais. Mais les vrais coupables, c'est qui? Bon, je vais m'arrêter là, je vais être méchant. Merci beaucoup. Donc, on en a déjà un peu parlé, effectivement. Je disais tout à l'heure que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un référendum. Jamais le peuple n'a été consulté sur le fait migratoire. Jamais. Il faut un référendum pour dire si oui ou non on arrête l'immigration, si on arrête le regroupement familial, etc., et pour une durée suffisamment longue. Et il faut en prendre les moyens. Je parlais tout à l'heure de cette garde aux frontières. C'est gigantesque. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, vous avez raison. Il faut faire cela autant que possible, d'une part, au niveau européen. Parce que la France toute seule, si l'Allemagne, étant donné son taux de démographie, quand certains ici auront mon âge, elle n'existera plus. L'Allemagne européenne que nous connaissons n'existera plus. Bien.
De même, l'Espagne. Hein. En fait, il faut faire cela au niveau européen et avec la Russie. La Russie est un pays européen. La Russie n'est plus l'URSS, je dirais toujours, tout le temps. Elle n'est plus l'URSS, elle n'est plus notre ennemi. La Russie est un pays ami avec lequel nous avons une longue histoire. N'oublions jamais que si le tsar Alexandre Ier ne l'avait pas empêché, en 1815, la France aurait été dépecée. N'oublions jamais que la bataille de la Marne, nous l'avons gagnée, certes, mais parce que le tsar avait mobilisé alors que ses troupes n'étaient pas prêtes. N'oublions jamais que, oui, les Américains sont venus au débarquement en 1945, mais parce que la Wehrmacht, ils ont réussi, parce que 80% de la Wehrmacht était occupée sur le front de l'Est. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, la Russie a les mêmes soucis que nous. Simplement, elle a pris de l'avance, elle, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la démographie russe repart. Elle repart. Hein. La première armée au monde en qualité, je crois que c'est vraiment l'armée russe aujourd'hui. Ils ont surpris tout le monde au Proche-Orient. Magnifique. Moi, j'applaudis. Si j'avais 80, j'applaudirais de 80. Voilà. Donc, c'est l'Europe avec la Russie. D'autant plus qu'aujourd'hui, en Europe, le seul État qui se tienne un peu, c'est la Russie. C'est la Russie. Ensuite, faire ça au niveau de l'Europe. Donc, il faut, bien entendu, il y a des mesures préventives ou coercitives. Il faut arrêter le flux des migrants avant qu'ils n'arrivent chez nous, c'est-à-dire aller tuer les passeurs. Je parle en soldats. Ce sont des salauds qui trafiquent des êtres humains. Il faut les traiter comme des salauds qui trafiquent des êtres humains. Ah, c'est tout, hein, il n'y a pas à tergiverser. Il faut aller les annihiler chez eux. Il faut aussi mettre au pas la Turquie, qui a un rôle extrêmement flou dans cette affaire. Il faut reconstruire la Libye, et quitte à créer un protectorat européen, mais sous forme de partenariat. Hein, parce que là, ça va devenir quelque chose de dramatique. Et puis ensuite, pour le plus long terme, il ne faut pas oublier que le grand défi de l'Europe pour le XXIe siècle, dont la migration, l'immigration et le phénomène des migrants ne sont que la manifestation. Le grand défi, c'est le différentiel démographique et économique avec l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient. L'Europe, y compris la Russie, c'est aujourd'hui 800 millions. Et ce sera encore 800 millions d'habitants à la fin du siècle, mais plus âgés. Sauf apport massif, grand remplacement, dont vous parliez tout à l'heure. L'Afrique à elle seule, c'est aujourd'hui 1 milliard. Et à la fin du siècle, ça sera 4 milliards. S'il reste dans le même état de pauvreté, dérivant vers la misère dans beaucoup d'endroits, j'en témoigne parce que j'y vais en Afrique. Et malgré tout ce qu'on dit, les augmentations de PIB, eh bien, la misère s'accroît en Afrique. Eh bien, un jour ou l'autre, avec les facilités de déplacement qu'il y a, un jour ou l'autre, ces gens-là trouveront leur Napoléon ou leur ci ou leur là, qui les fédéreront et déferleront sur nous. Nous avons donc un devoir absolu de développer ces pays, et pas uniquement du point de vue économique. Il ne s'agit surtout pas de se relancer dans une aventure coloniale, évidemment, mais de faire un partenariat avec ces pays qui, je le dis, j'en témoigne, ne demandent que cela, au moins pour les anciennes colonies françaises. Voilà, si vous voulez, c'est un projet gigantesque. C'est un projet gigantesque et qui va occuper toutes nos jeunesses pendant tout le siècle, mais c'est fabuleux en même temps. C'est fabuleux, il y a de quoi mobiliser toute la jeunesse européenne pendant 100 ans, c'est quelque chose de magnifique. Ça dépasse largement, si vous voulez, même l'aventure coloniale qui a beaucoup mobilisé la jeunesse française à l'époque. Voilà la réponse à votre question. Je crois d'abord qu'il y a un phénomène en ce moment que beaucoup qualifient de droitisation de l'opinion. Je récuse cette expression droitisation. Je ne vois pas l'opinion aller de plus en plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui la droite, c'est-à-dire Juppé, Sarkozy, NKM, etc. Non. Il y a un retour aux fondamentaux. C'est très différent. Un retour aux fondamentaux.
Je vous l'ai dit, la semaine dernière, j'étais à Nancy à l'invitation d'altermondialistes, je sais pas quoi, des gens donc un petit peu généralement classés à gauche, des écolos aussi, hein, généralement classés à gauche et qui sont souvent un peu idéologues, un peu rêveurs, etc. Et nous nous sommes retrouvés en phase sur énormément de choses. Énormément de choses. Nous avons essentiellement constaté que ce qui nous divise est le plus souvent factice et nous est imposé par le système des partis. Ça, c'est très important. Et en particulier, nous nous sommes retrouvés sur une discussion tout à fait, non pas banale, au contraire, c'est très important. La notion d'autorité. Eh bien, rien qu'en prenant l'exemple des enfants qui étaient présents, tous ces gens qui se disent de gauche, anti-droite, etc., antifa et tout ce que vous voulez, ont admis que l'autorité, c'est quelque chose qui n'est ni de droite ni de gauche et qui est fait pour faire grandir. Mais c'est énorme cela. Quand on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose comme ça, dire que l'autorité n'est ni de droite ni de gauche, que la famille n'est ni de droite ni de gauche, que la nation n'est ni de droite ni de gauche, ça veut dire qu'il y a, c'est pas une droitisation de la société qu'il y a, c'est un retour aux fondamentaux. C'est très différent. Et c'est pour cela, parce que moi je suis intimement convaincu de cela, que j'ai décidé de me présenter ni droite ni gauche. Je suis officier français jusqu'à la fin de mes jours, au moins par vocation, je n'ai qu'un seul parti, c'est la France. Il y a des Français de droite, il y a des Français de gauche, disait De Gaulle, mais la France n'est ni de droite ni de gauche. Et il avait raison, au moins sur ce point-là. Donc, alors quand vous parlez de force nationale, on sent tout de suite ce que ça veut dire, okay, et je le comprends, mais pardonnez-moi, je suis, vous l'avez compris aussi, malgré mes cheveux blancs, en politique, je suis un enfant de la manif pour tous. C'est-à-dire qu'effectivement, l'une des réformes immédiates à faire, c'est l'abrogation de la loi Taubira, immédiate avec le plus de charité possible pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit dirigée contre les homosexuels, contre eux, il ne faut pas, etc. C'est une faute politique majeure. Donc vous voyez très bien que, fondamentalement, où je me situe. Mais ça, c'est ni de droite ni de gauche. Et il y a plein de gens dans les campagnes qui nous disent, je connais un maire socialiste qui a perdu les élections d'ailleurs aux dernières municipales, qui hurlait depuis le début contre la loi Taubira. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces bêtises? Voilà. Donc il y a un retour aux fondamentaux. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est unir les Français. Ça, je réponds plus directement à votre question. Il faut unir les Français. Les partis divisent les Français. Nous devons les unir. Moi, ce que je demande aux gens qui viennent avec moi, c'est là où il y a de la haine, qu'ils mettent de l'amitié. Là où il y a la division, qu'ils mettent de l'unité. C'est très important. C'est très important, parce que si nous faisons comme les autres, si nous sommes clivants comme les autres, nous participons à la dérive vers un possible drame. L'antidote à la guerre, c'est la paix. Non, c'est la volonté de pacifier. La paix, c'est le résultat. C'est la volonté de pacifier. C'est très important. Hein. S'il y a des gens qui... enfin, moi, je n'accepte pas comment dire, le partage, si vous voulez. Dans ma famille, d'ailleurs, c'est très clair. Dans ma famille, personnellement, je suis catholique pratiquant, mon épouse est protestante pratiquante. Entre nous, il n'y a jamais de guerre civile, de guerre de religion. OK ? Dans ma famille, il y a des athées, il n'y a pas de musulmans encore, ça viendra peut-être un jour. Il y a des gens qui votent à gauche depuis toujours, des gens qui votent Front National. Et nous nous aimons. Nous nous aimons. Et je suis persuadé que dans beaucoup de familles, c'est pareil. Je suis persuadé que dans beaucoup de familles, c'est pareil. Donc il faut vouloir tisser des liens entre ces gens-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de mes nouveaux amis nancéens, les altermondialistes. Il faut tisser des ponts, recréer de l'unité, recréer de l'amitié, libérer les énergies. Et il faut aussi faire sortir de notre cervelle que nous allons de toute façon à la guerre civile. Parce que si les rouages techniques se mettent en place, on peut en 6 mois les inverser. Le plus grave, c'est que le processus psychique est en train de se mettre en place. C'est contre cela d'abord qu'il faut lutter. Pour moi, c'est mon combat. C'est mon premier combat.
C'est contre cela d'abord qu'il faut lutter. Bien. Alors maintenant, 2017, eh bien écoutez, les partis divisent les Français. Moi, j'essaie de diviser les partis et de rassembler les Français. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Je vois sur Facebook des choses qui m'étonnent totalement et qui en même temps me remplissent de plaisir. Alors bien sûr, pour les uns, je suis un homme de droite à leur convenance, et puis d'autres écrivent « J'ai enfin trouvé un homme de gauche selon mon cœur », parce que je dis que tout doit être fondé sur l'homme, le service de l'homme et le respect de l'homme. Et vous avez des quantités de gens de gauche en France qui en sont restés là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est auprès de François Hollande qui a dit récemment à un de mes amis les socialistes sont en train de perdre parce qu'ils ne font plus de social. Ils ne s'intéressent plus à l'homme. Ils s'intéressent au fric, au changement de civilisation, etc. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça suffit peut-être comme réponse? C'est un peu long déjà. Pardonnez-moi, je suis bavard. Nous sommes en phase sur beaucoup de choses. Mais j'en connais d'autres aussi, avec qui je suis en phase aussi. Hein, mais si vous voulez, je ne cherche pas, pour l'instant, hein, je sais bien qu'un an c'est court. Mais je ne cherche pas pour l'instant à m'acoquiner, entre guillemets, à m'affilier avec d'autres. Je veux tracer mon chemin. Et il se trouve que la dynamique engagée est, je crois, forte, au point qu'aujourd'hui, on commence à me taper dessus, pas physiquement, mais à me critiquer. Les calomnies, c'est pas encore, mais c'est pour demain, dans quelque temps. Et on commence aussi à me faire des appels du pied. Il y a quelque temps, il m'a été dit, par je ne sais pas qui d'ailleurs, c'était dans une salle comme ça, la personne ne s'est pas réclamée d'un parti ou d'un autre, il m'a été dit, je ferais très bon ministre de la Défense. Ben, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, si vous voulez, la dynamique est telle que maintenant, non seulement je pose question, j'intéresse, et bientôt je vais me faire cogner. Alors, ce n'est pas le moment, si vous voulez, de m'affilier à quelqu'un. Je suis persuadé que le moment venu, si vraiment ce sont des gens, je dis si vraiment, nous sommes tous des gens qui veulent servir notre pays. Dans une époque, une situation particulièrement difficile, eh bien le rassemblement se fera. Aujourd'hui, il y a des élus qui viennent à moi. Des élus de droite, des élus de gauche et des élus Front National. Des élus. Voilà. Le dernier à être venu, il est non inscrit. C'est facile. Mais il y a aussi un vice-président de conseil général de droite qui vient à moi. Il y a 2 sénateurs. Il y a aussi des élus, des maires de gauche. Donc, si vous voulez, il y a un mouvement qui se crée. Ce n'est pas moi qui vais le ralentir maintenant, et je ne vais rien faire pour l'instant. Hein, j'attends. Et depuis le début, et je tiendrai cette stratégie le plus longtemps possible, depuis le début, je ne vais chercher personne. Je trace mon chemin, j'avance, je tire la charrue, et les gens viennent. Et ça marche. Ça marche. Hein. Donc, ça correspond à un besoin. C'est peut-être aussi parce que moi-même je réponds à un besoin, hein, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis engagé, j'en sais rien. Voilà. Mais je continuerai comme ça. Le moment venu, on verra. Ça suffit comme réponse? Vous parlez dans l'hypothèse où je serais élu. Probable. Ah, voilà. On va le dire. Voilà. Bien, moi, ni droite ni gauche, je m'en fiche. Tu aimes la France, tu viens avec moi. Tu veux la servir, tu viens avec moi. Et tu veux servir l'homme réel tel qu'il est, sans changer de civilisation, tu es bon pour venir avec moi. Maintenant, socialiste, j'en ai rien à faire. Il y a des gens de très haut niveau et qui sont de remarquables serviteurs de l'État, comme on dit, à gauche comme à droite. L'essentiel, c'est qu'ils se mettent au service et qu'ils ne soient pas là pour se servir. Et ça vient parce que cette dynamique
que je crois vertueuse, attire les gens. Surtout que nous sommes, comme le disait tout à l'heure monsieur, dans une période difficile. Et difficile. Aujourd'hui, il va falloir choisir. La France, on la sert, ou bien elle va s'écrouler. C'est ça le vrai problème. C'est à peu près le problème qu'ont connu nos anciens en 1939, sous une autre forme. Et nos ancêtres, il y a 100 ans tout juste, aujourd'hui même, il y a 100 ans, se battaient comme des chiffonniers là, dramatiques à Verdun. Verdun, on ne passe pas. Et, on est leurs descendants, on n'est pas leurs descendants. Moi, c'est la seule chose que je cherche. Des gens qui veulent se mettre au service de la France. À partir de là, droite ou gauche, blanc ou noir, chrétien ou juif, je n'ai rien à faire. C'est clair? Oui, alors, la démocratie, aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous doutez un petit peu de la possibilité d'une ville démocratique dans un pays comme le nôtre. Oui, bien. D'ailleurs, il m'a été posé la question il y a quelque temps, et pourquoi pas un roi? Je dis, c'est pas mon problème, c'est le problème du peuple. Le jour où il voudra se donner un roi, il se donnera un roi. Bien. La démocratie, je crois qu'elle est tout à fait possible, à condition de considérer qu'aujourd'hui, déjà, nous ne vivons pas en démocratie. Nous sommes dans une forme de dictature. Et la démocratie, elle se vit d'abord à la base. Elle se vit d'abord à la base. Au niveau des villes, des villages. C'est essentiellement là qu'elle se vit. Quel est le rôle du chef de l'État, qui est élu au suffrage universel? C'est de montrer le chemin pour demain, pour le siècle qui vient, et non pas pour l'année qui vient. Aujourd'hui, le long terme, c'est 1 an à cause de l'élection présidentielle. Ou c'est 5 ans au mieux. Non, le chef de l'État, il travaille sur 100 ans. C'est de montrer le chemin. Il est élu par la nation pour montrer le chemin et ouvrir les chemins de l'avenir. Mais la démocratie, elle se vit à la base d'abord. Et là, elle se vit avec ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que tout doit être décidé au plus près de la personne pour le service de la personne. Sinon dès qu'on quitte le service de la personne et qu'on quitte le principe de subsidiarité, on trahit la démocratie et elle dévie. Bien. Ensuite, je ne veux pas vous dire que la Russie d'aujourd'hui est un grand pays démocratique. Et ce n'est pas vraiment mon souci, voyez-vous. Ce que je vois, c'est que par rapport à ce que j'ai vu, je ne suis jamais allé en Russie, pour l'instant, parce que j'y suis invité. J'étais encore il y a 2 jours à l'ambassade de Russie, à Paris. Ce que je vois par rapport à ce que j'ai connu par les médias, par les officiers qui avaient été en service d'ambassade en Russie, c'est qu'aujourd'hui, la Russie, non seulement on y mange à sa faim, il n'y a plus de goulag, il y a une grande liberté, même si il y a beaucoup de police, paraît-il. Et en plus, si vous voulez, c'est un pays où la démographie repart, c'est un pays où l'armée a repris, non pas de l'emprise sur la population, mais c'est redevenu un véritable outil. C'est un pays qui a une véritable diplomatie. Et si Vladimir Poutine a la cote de popularité qu'il a, ben, il y a peut-être quelque chose quand même. Il y a peut-être des raisons. Hein. Alors arrêtons de voir les choses d'une manière principielle, regardons les faits. Qu'est-ce qui est important? C'est que les hommes, les femmes soient heureux, puissent tracer leur chemin vers le bonheur. Ce n'est pas à l'État de le faire, mais il doit créer les conditions pour. Et si les Russes sont heureux et que nous ne sommes pas très heureux, il y a peut-être quelque chose. Hein. Je crois que même si la Russie n'est pas aujourd'hui une démocratie, elle a, à mon avis, peut-être le seul chef d'État au monde aujourd'hui qui s'intéresse, lui, à la Russie, qui trace le chemin d'avenir, qui, pour l'avenir, a fait tout ce qu'il fallait pour relancer l'économie, d'abord, la démographie, et c'est très important, vous savez. Moi, ça me suffit pour dire qu'aujourd'hui, la Russie, c'est le pays le plus solide d'Europe. Et je crois vraiment, mais vraiment, mademoiselle, qu'il faut que nous ayons un partenariat avec la Russie. Non pas une alliance, il ne faut surtout pas devenir ce que nous sommes aujourd'hui à l'égard des États-Unis. On nous dit toujours amis. Non, nous sommes les vassaux des États-Unis. C'est intenable, c'est insupportable. Nous n'avons pas le droit de devenir vassaux. Français, ça vient de franc, et franc, ça veut dire libre.
La France. Je répète, cette question, en fait, mais sous des formes différentes, posée très souvent. Les partis politiques nous divisent parce qu'un parti politique, il a une stratégie de service propre, du service du parti, une stratégie de parti, et non pas quelque chose au service de la France. Et regardez, ceux les plus anciens, regardez en arrière, regardez sur les 40 dernières années. Les problèmes sont réglés par un gouvernement lorsqu'il ne peut pas faire autrement. Le problème des retraites, le premier à en avoir parlé, c'était qui? Michel Rocard. Il y a 30 ans passés. On a juste commencé à y travailler avec Sarkozy. Et encore, c'est à peine. On pousse toujours les problèmes devant parce que l'intérêt du parti et des hommes de parti, c'est d'être au pouvoir et d'en jouir. Ce n'est pas de servir la France. Il y a un autre exemple, l'État absolument, non pas lamentable, parce que les hommes restent remarquables, l'État lamentable des armées, des hommes remarquables, encore une fois. Mais comment accepter qu'au Mali ou ailleurs, un garçon conduise un véhicule qui a le double de son âge? Le double de son âge. Comment accepter que pour faire voler un hélicoptère, il fasse en caviarder 3 ou 4? Comment accepter que nous n'ayons pas les bombes pour nos avions, parce qu'elles sont fournies par les Américains, etc. Tout ça parce que nous ne sommes pas gouvernés. Les partis ne pensent qu'à eux. Et les hommes de parti, à eux. Bien. Alors, ceci étant posé, moi je dis qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver mes idées, parmi mes idées, ce que je dis moi, vous pouvez en trouver qui viennent la même chose au Front National, et même au PS, et même à l'UMP. Chez Mélenchon, c'est plus difficile, mais en cherchant bien, on peut trouver. Ben, maintenant, avec mes copains altermondialistes, on ne sait jamais, quoi. Mais le problème n'est pas là. Les bonnes idées, elles ne sont pas à droite ou à gauche. En politique, les bonnes idées, elles sont d'abord techniques. Elles sont d'abord techniques. La politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce n'est pas d'appliquer des recettes de gauche ou de droite, ce n'est pas de moi d'ailleurs cette phrase qui est excellente. Ce n'est pas d'appliquer des recettes toutes faites dans un Terra Nova ou l'équivalent de droite, c'est d'appliquer des solutions techniques. C'est tout. C'est tout. Pour rebâtir la France, eh bien, techniquement, on ne peut pas faire autrement que d'arrêter l'immigration, au moins pendant quelque temps. On ne peut pas faire autrement que de réduire la dépense publique, parce que sinon, aucune famille ne peut tenir comme cela, etc. On ne peut pas faire autrement que d'investir dans l'avenir, c'est-à-dire dans la famille. Techniquement, je ne vois pas d'autre chose. Et ça, c'est ni de droite ni de gauche. Et alors, 2017, moi, ce livre-là, ce ne sont pas des propositions. Je dis et je maintiens que c'est le chemin. Et c'est pour ça que ce n'est pas mon projet présidentiel, mais le projet présidentiel. Je l'ai élaboré avec des techniciens, non pas avec des hommes de parti. Non pas avec des hommes de parti. C'est clair? Pardonnez-moi cette question. Voilà. Donc c'est le chemin pour sortir la France. Alors, on peut, sur certains points, on peut discuter, service national, obligatoire, pas obligatoire. Ok, d'accord. On peut discuter sur certains points, mais c'est vraiment à la marge. Je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'arrêter l'immigration, etc. Je ne peux pas, je ne vois pas, techniquement. Bien, alors, 2017, eh bien, écoutez, ce que je vois en ce moment, c'est que viennent vers nous des gens d'un peu partout. Si ce mouvement continue, si quelques événements malheureux l'accélèrent, bon, ben, peut-être que je ferai plus de 5%. Voilà. Alors, si vous voulez, moi, j'ai quand même bon espoir, parce que nous nous adressons, moi, je m'adresse d'abord aux gens qui ne votent pas depuis longtemps. Et parmi ces gens qui ne votent pas depuis longtemps, eh bien, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des gens qui se désintéressent de la France, bien au contraire. Bien au contraire. Il y en a une grande partie
qui ne votent plus parce que cette politique n'est pas de la politique, ils le savent intimement, et qui sont prêts, sur Facebook, nous avons des quantités de témoignages en ce sens, ils sont prêts à se réinvestir en politique, à voter de nouveau, s'il y a quelque chose qui non seulement est nouveau, parce que la nouveauté, ce n'est pas forcément le meilleur, mais s'il y a quelque chose qui leur donne confiance pour rebâtir la France, pour donner un chemin d'avenir à notre pays et à leurs enfants. Voilà. J'ai répondu à votre question? Madame demande comment on peut nous aider, nous, dans la vie de tous les jours. Vous. Bien, alors, premièrement, faites adhérer à l'association politique Rebâtir la France. Il est évident, nous avons besoin de fonds. C'est évident. Ensuite, faites-nous de la publicité. Vendez, faites acheter ces livres. J'ai dit faites acheter, parce que si vous les donnez, ça va vous coûter cher. Et puis, c'est très important, en communication, c'est très important que ces livres soient achetés et non pas prêtés. Parce qu'il y a des journalistes... J'ai quand même commencé à effriter le mur des médias. C'est commencé. Depuis l'affaire Piquemal, justement. Donc là, j'ai commis un petit article avec ce jeune homme-là sur Facebook, qui a été vu par 1 300 000 personnes en moins de 36 heures, et qui a été en fait vu par 5 millions de personnes, ce qui m'a fait passer du statut de rigolo au statut de emmerdeur potentiel. Et je suis bien dans ce statut-là. Bien. Et donc, si vous voulez, ça a donné une dynamique. Et puis ça a permis de lézarder le mur des médias. Le Figaro.fr m'a consacré deux articles. Le Sud-Ouest, un grand article et bel article en pleine page. Il y a quelques jours, un autre un peu moindre dans l'Est républicain, dans divers journaux. Et puis, il y a quelques jours, un homme politique me dit « Mais on voit que vous sur Internet ». Ça veut dire que maintenant, mon initiative est connue. Mon initiative est connue. Donc, faites-la connaître encore. Et elle est connue en particulier parce que ces deux livres, surtout celui-ci, ont connu un certain succès. Ce n'est pas celui qu'a connu Philippe de Villiers, mais lui, tous les médias étaient à ses pieds. Ah oui, c'est clair, tous les médias étaient à ses pieds. Mais si vous voulez, vous pouvez faire ça. Et puis vous pouvez m'inviter. Vous pouvez m'inviter, madame. Me faire rencontrer des élus en particulier. Les élus, beaucoup d'élus, sont en pleine, dérive. Enfin, ils ne savent plus où donner de la tête. Encore récemment, l'un m'a dit, depuis 26 ans que je suis maire, je n'ai jamais donné mon parrainage. Je vous le donne. Voilà. Donc, il faut me faire connaître, vous faire connaître mon initiative, notre projet, notre initiative. Dites bien aussi que je ne suis pas tout seul. Je ne suis vraiment pas tout seul maintenant. Maintenant, il y a du monde derrière. Ça commence vraiment à quelque chose de solide. Et avec des gens de haute volée, quelques-uns peuvent être ministres, et sans aucun souci. J'ai répondu ? Et moi, je voulais vous remercier, en particulier ceux qui viennent de Bretagne, de Paris ou de Bourges. C'est ahurissant de venir de si loin pour me voir. Merci beaucoup.